Et bonjour, nouvelle vidéo aujourd'hui. On est sur la lettre J et en fait je triche un peu. J'avais envie de vous parler du livre J'ai pas les codes que je viens de finir il y a quelques jours de Christelle Petit-Colin. Qui est noté J'ai pas les codes, comprendre enfin le monde qui nous entoure. Et je pense que j'ai dû lire une bonne trentaine de livres sur les HPI, la surdouance, la surefficience, les zèbres, enfin les titres changent, le fond reste relativement le même. Celui-là, vraiment, ça a été un de ceux qui m'a le plus apporté. Vraiment, vraiment. Je vous le conseille à tous, même aux normaux pensants, à partir du moment où euh, elle décode pas mal, enfin elle décode. Elle parle beaucoup du coup des codes sociaux et je trouve ça intéressant, même pour ceux qui les ont bien intériorisés, euh, de prendre un peu de recul et du coup de voir qu'est-ce qui fait partie des codes sociaux et qui n'est pas forcément inné. Et du coup, moi, à chaque fois que j'ai des livres qui m'intéressent, alors je vous donne l'astuce au cas où. Moi, je me mets toujours un petit post-it comme ça parce que c'est les livres de la médiathèque, parce que j'en ai déjà plusieurs centaines, si c'est pas milliers de livres, et je vais pas dépenser 30 balles à chaque fois que je lis, sachant que je lis bien 2-3 livres par semaine. Donc moi, à chaque fois, je me colle un petit post-it comme ça. Et à chaque fois que j'ai, plutôt que de mettre des marque-pages partout, surtout sur les livres de la médiathèque, voilà, par respect, j'ai pas envie d'y mettre de colle. Du coup, j'ai toujours un petit stylo, puis je me marque en fait la page qui m'intéresse et je me marque le paragraphe ou l'idée que j'ai envie de garder. Et derrière, je me fais en général des petites fiches comme ça. Donc souvent, c'est des fiches où il n'y a pas grand-chose dessus. Là, j'ai fait deux petites fiches et que je garde après dans un classeur. Ça me permet plutôt que voilà, d'acheter les livres et d'en avoir je ne sais pas combien, d'avoir simplement voilà, les idées générales. Donc là, elle est pas terminée. Normalement, je souligne, je mets de la couleur, des choses comme ça. Donc là, je vais vous lire un peu avec ce que je peux, sachant que je ne l'ai pas terminé, mais j'avais vraiment envie de tourner la vidéo aujourd'hui et j'aimerais rendre le livre surtout tout à l'heure à la médiathèque. Voilà. Du coup, ce que j'avais envie de faire, c'était de vous lire, j'espère que ce ne sera pas trop soporifique, de vous lire les fiches que je me suis notées, donc c'est-à-dire tous les passages du livre qui m'ont intéressée. Et après, peut-être, on verra selon le temps, de vous parler un petit peu, moi, de ce que j'en ai retiré, et puis de mes codes à moi, en fait, ou justement des codes que je n'ai pas et qui me posent problème. Et à la fin de la vidéo, on verra, mais j'aimerais bien vous parler aussi de J comme jalousie et comme justice, qui sont deux notions que visiblement je n'ai pas la même façon de voir que la plupart des gens. Donc voilà, donc je commençais simplement par vous lire les fiches. Donc ce qui m'a intéressée au départ, c'est elle parlait des angoisses existentielles et elle faisait la différence entre deux types de défense, la défense fusionnelle et la défense héroïque, et j'ai trouvé ça super intéressant. La défense fusionnelle, elle la présente comme l'envie de se fondre dans le groupe et d'en devenir un élément. Accepte de faire passer l'intérêt du groupe avant le sien, refus de grandir, de s'affirmer, d'agir et de se séparer. Et moi, je suis plutôt team défense héroïque, donc c'est revendique son unicité, nie sa vulnérabilité et veut réaliser des exploits. Illusion de maturité, d'importance, de puissance et d'autosuffisance. Donc là, on voit vraiment les deux types de personnes, ceux qui vont vraiment essayer de sociabiliser, quitte à se fondre dans le groupe, et ceux qui vont plutôt voilà, essayer d'en sortir, de rester soi-même, quitte en fait à rejeter un petit peu le groupe. J'ai trouvé que c'était très intéressant comme façon de voir les choses. L'être humain reste toute sa vie coincé entre ces deux besoins vitaux et contradictoires. Le besoin de s'affirmer et d'être approuvé, avec comme fantasme inconscient d'être approuvé quand il s'affirme. Grandir, c'est faire passer son besoin d'affirmation avant son besoin d'approbation. Ça, c'est une phrase de Jacques Salomé que je trouve parfaite. Je vous la relis. Grandir, c'est faire passer son besoin d'affirmation avant son besoin d'approbation. Ceux qui ont peur de mourir ont souvent peur de vivre. Ils respirent prudemment en attendant la fin. Ça, c'est de Jacques Higelin. J'ai tout envie de vous les lire deux fois, mais si ça vous intéresse, vous remettrez, parce que du coup, je les trouve toutes passionnantes. Ensuite, on passe à la notion d'immortalité. Survivre à soi-même et accéder à l'immortalité. On a plusieurs façons, du coup, de devenir immortel, selon Christelle Petit-Colin. Il y a la reproduction.
mes gènes me survivent. La spiritualité, je survivrai à ma propre mort. La création, mon œuvre survivra à mon départ. La biologie, je deviendrai autre chose, poussière ou autre. Et la transe, je me dilue dans l'instant présent. La mort disparaît dans l'intensité de l'expérience. La spiritualité isole là où la religion réunit. Et donc là, c'était tout un chapitre que je trouvais intéressant justement sur team spiritualité, team religion et l'intérêt finalement peut-être de s'intéresser aux deux en même temps pour garder effectivement la réunion grâce à la religion quand même et la spiritualité où on en revient un peu à la défense héroïque où on garde son unicité et sa façon de penser. Et moi par exemple, j'estime avoir ma religion qui s'inspire de plusieurs courants, mais qui, j'ai pioché tout ce qui m'intéressait dans plusieurs courants différents pour en faire ma façon de penser, ma façon de croire surtout. Lorsque viendra le printemps, si je suis déjà mort, les fleurs fleuriront de la même manière, et les arbres ne seront pas moins verts qu'au printemps passé. La réalité n'a pas besoin de moi. Ça, c'est un poème de Fernando Pessoa que je trouvais super joli. Et du coup, c'est ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que il y a, dans ce livre, elle alterne entre pas mal de scientifiques, quelques poèmes, quelques citations intéressantes, des choses un peu plus généralistes, des témoignages. Et vraiment, c'est un livre que j'ai dévoré parce que effectivement, il y a du rythme, ça s'accélère, ça ralentit, c'est vraiment très intéressant. J'en ai lu plusieurs d'elles. J'ai pas forcément lu les derniers, mais j'en ai lu plusieurs d'elles et pour moi, c'est celui où il y a le plus, il y a une dynamique vraiment intéressante. Plusieurs formes de solitude se combinent entre elles. La solitude réelle, où on est physiquement seul. La solitude psychique, on est dans sa bulle, même au milieu des autres. La solitude ressource, là où on peut recharger ses batteries. Et la solitude détresse, c'est là où la solitude devient angoissante, on est isolé. À cela s'ajoutent les notions de solitude choisie et de solitude subie. Et donc c'est là où forcément aller vers une solitude ressource pour recharger nos batteries, surtout en tant qu'autiste par exemple, et en tant que HPI, j'imagine que c'est très important aussi. Je dis j'imagine parce que je ne sais pas exactement ce qui est lié chez moi à mon HPI, à mon autisme, à mon TDAH. Du coup, tout se mélange un petit peu à l'intérieur de moi, donc je ne suis pas sûre de savoir de quoi les surefficients ont besoin, mais la solitude ressource, voilà, c'est là où c'était intéressant. Je l'avais noté quelque part, mais je ne sais plus où c'était la différence entre introverti et extraverti. Et il me semble, si je me souviens bien, que l'introverti parvient à se ressourcer quand il est seul chez soi en sous-stimulation. Et l'extraverti parvient à se ressourcer quand il est à l'extérieur, qui fait une marche en nature, qui justement a une stimulation sensorielle, et au milieu des autres, donc va se ressourcer en allant voir des amis, etc. Et je trouvais ça très intéressant. Et moi qui me pensais un peu plus extravertie parce que j'ai tendance j'allais dire à être sûre de moi, à faire semblant d'être sûre de moi, mais à aller facilement vers les autres, à oser parler, à oser prendre la parole, à oser montrer qui je suis. On est d'accord que avec tout ça, il y a aussi le côté caméléon. Hein. Donc avec ce masque où je me rends compte, plus j'avance en âge et plus je me rends compte qu'effectivement, c'est une forme de carapace aussi que je me mets en osant aller vers les autres, en osant être qui je suis et en osant montrer qui je suis. En fait, je montre ce que j'ai bien envie de montrer. Et je pense que c'est une carapace qui permet d'éviter que les gens voient ce que j'ai pas envie de montrer en fait. Pourtant, j'ai l'impression d'être vraiment authentique, mais je me rends compte que oui, c'est peut-être comme une fuite en avant un peu en fait. N'obéir à personne est un plus grand plaisir que de commander à tout le monde. De Christine de Suède. Être libre, c'est cesser d'être sous influence, réduire ses dépendances, faire des choix en accord avec son éthique, quoi qu'il en coûte. C'est être capable de se comporter d'une façon différente de tous les autres gens, au prix de la solitude. Ensuite, on passe sur la partie cohésion de groupe. La notion de diffamation en justice ne concerne pas les fausses rumeurs,
mais les informations, même véridiques, qui peuvent atteindre l'honneur de quelqu'un. Et là, je trouvais ça intéressant, c'était le chapitre, en fait, voilà, où on abordait le fait que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Et ça, je me le suis noté parce que j'étais pas au courant qu'en fait, la diffamation, c'est même quand on dit du mal de quelqu'un, enfin du mal de quelqu'un, mais même quand c'est vrai, en fait. Même quand on se base sur des faits réels, à partir du moment où c'est de la diffamation, pour moi, la diffamation, c'était forcément des mensonges éhontés, en fait, dits sur les gens, voire cracher son venin sur les gens. Je pensais que c'était ça la diffamation, c'était essayer volontairement de pourrir quelqu'un. Apparemment, voilà, ça ne concerne pas que les fausses rumeurs, ça ne concerne aussi les informations véridiques. Et ça, pour moi, c'est une information nouvelle. Et j'avais tendance, moi, à me dire que je disais pas du mal des gens si c'était des choses vraies, en fait. Raconter les saloperies que certaines personnes ont fait ou ont dites, pour moi, c'était voilà, c'était pas faire ma langue de vipère, en fait. Surtout qu'en général, quand je dis les choses par derrière, je les dis aussi d'abord par devant, en fait. Donc voilà, du coup, ça m'a fait revoir ma notion voilà, de bien et mal, et c'est là où on parlera peut-être après de justice, de ce qui est juste et ce qui est juste et ce qui est considéré comme moins juste. Voilà, je ne me pensais pas être une mauvaise personne ou dire des mauvaises choses en fait, à partir du moment où c'était véridique. Bon, cette histoire de diffamation m'a fait voir les choses autrement et bon, de toute façon, beaucoup de choses dans ce livre font voir les choses autrement aussi. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Beaucoup préfèrent un mensonge sucré à une vérité amère. Et ça, c'est quelque chose que j'apprends aussi, qu'une grosse partie des personnes préfèrent qu'on leur raconte un joli mensonge plutôt qu'on lui dise une vérité crue. Et je suis pas sûre de savoir dire des mensonges sucrés. Mais apparemment, ça s'apprend. Dans le monde normopensant, on ne dit pas ce qu'on pense, on dit ce qui doit être dit en de telles circonstances. Tout est codifié. La normopathie est un individu qui renie qui renie sa vie intérieure et organise sa vie autour d'un seul but, être validé sur le plan social. Donc c'est un nom, ça s'appelle la normopathie. Est-ce qu'on est d'accord que 90% des gens qu'on connaît font ça? L'authenticité, c'est le fait de mettre de l'attention et de l'intention dans nos interactions. Communiquer sans objectif, c'est voyager sans destination. Et ça, je trouvais ça intéressant. Moi qui me crois authentique, ça me fait voir les choses différemment et ça m'a permis de remettre en question ce que j'appelais authenticité. Je vous le relis, l'authenticité, c'est le fait de mettre de l'attention et de l'intention dans nos interactions. Et donc, c'est pas juste de dire tout ce qu'on pense comme on le pense parce qu'on est soi et qu'on ose le dire. Construire son cadre, un code de conduite. Ah oui, ça, je trouvais ça intéressant. Du coup, c'est toute la partie où elle conseille pour essayer d'être un peu moins, de moins perturber les normopensants. Et surtout de se protéger, parce qu'une grosse partie du livre, c'est oui, essayer d'acquérir les codes, mais c'est surtout comprendre les codes, comprendre pourquoi, même pour nous, ça serait utile en fait qu'on en acquiert quelques-uns, et pourquoi est-ce que pour se protéger, on a besoin de comprendre comment ça fonctionne, et c'est pour ça que je vous le conseille. Donc un code de conduite. Je ne parle plus de ma vie personnelle aux gens que je ne connais pas. Et c'est effectivement, moi j'ai tendance à raconter ma vie à tous ceux qui oseraient me poser la question, sans faire le tri entre ceux qui posent la question parce qu'ils sont réellement intéressés, ceux qui posent la question pour se servir des informations ensuite contre moi, ceux qui posent la question par simple politesse mais qui ne s'attendaient pas à ce que je leur déballe la suite. Et effectivement, des fois, je vois dans la façon de réagir des personnes ou dans leurs yeux que j'aurais juste dû dire oui, oui, ça va, ma fille, oui, oui, elle va bien, tout va bien. On s'arrête là. Donc, apparemment, quand on nous demande si ça va bien, il ne faut pas dire non. Donc, je ne parle plus de ma vie personnelle aux gens que je ne connais pas. Une clause de confidentialité protège mon jardin secret. Ne plus répondre aux questions. Savoir changer de sujet. Questionner son interlocuteur. Ouh là là, j'ai mal écrit. Pour que ce soit lui qui parle de sa vie. Et oui, donc ça, c'était des petits conseils qu'elle nous donnait. Et qu'effectivement,
C'est pas parce qu'on nous pose des questions qu'on est censé y répondre et qu'on a, par respect pour nous-mêmes, une clause de confidentialité à respecter sur nous-mêmes et ça ne s'adresse pas qu'aux gens. Et moi qui suis en train d'ouvrir mon cabinet de psychanalyste, je trouve ça passionnant parce qu'effectivement, je suis en capacité de garder des secrets sur tout le monde, sur tout ce qu'on me dit à partir du moment où je sais que c'est intime. Mais alors moi, ma vie intime, j'ai l'impression que j'ai pas vraiment de secret et alors j'ai clairement pas de clause de confidentialité avec moi-même. Donc là, c'est ce qui m'a permis de prendre conscience qu'il faudrait peut-être que bah, moi aussi, en fait, je respecte mes secrets et mon intimité. Je ne fais plus aucune proposition personnelle dans un cadre professionnel. Il me semblait qu'elle parlait, quand elle parlait de ça, qu'elle parlait en fait d'une personne qui va à la banque pour demander un prêt bancaire, qui s'entend hyper bien avec la banquière et qui finit par lui proposer en fait de les rejoindre en vacances, enfin je ne sais quoi. Et effectivement, ça c'est typiquement le genre de truc que je suis capable de faire en fait. Croire que la personne que j'ai en face de moi, c'est mon nouveau meilleur ami. Et voilà, proposer un verre, proposer un resto, proposer... Alors ça, on en reviendra après, parce que ça fait partie voilà, des sujets qu'elle aborde. Mais voilà, effectivement, on est dans un cadre professionnel, on reste dans le cadre professionnel. J'attends au moins la troisième rencontre avant d'accorder ma confiance à quelqu'un. Est-ce qu'on est nombreux à accorder sa confiance dès le premier rendez-vous, ne serait-ce que dès le premier rendez-vous médical, hein. Je veux dire, donc je parle pas de rendez-vous amoureux, hein. Moi, c'est vrai que je rencontre quelqu'un, en général, j'ai facilement soit le coup de foudre amical, même dans le cadre professionnel, soit un vrai rejet, mais en général, quand j'apprécie quelqu'un, c'est immédiat. Donc là, elle conseille d'attendre le troisième rendez-vous. La troisième rencontre, elle parle. J'écoute mon intuition, surtout quand elle... Ah oui, j'écoute mon intuition, surtout quand elle ne sent pas la personne. Et oui, parce que ça aussi, combien est-ce qu'on est à revenir sur sa première impression parce que finalement la personne a l'air sympa. Oui, sauf que si elle a l'air sympa à la deuxième rencontre et qu'à la première on la sentait pas, il y a peut-être une raison. Je m'oblige à établir au moins 3 devis quand je veux faire des travaux ou réaliser un achat conséquent. Et là, ça me fait penser au TDAH, qui fait que quand on veut un truc, on le veut tout de suite. Le premier devis, c'est le bon, s'il rentre à peu près dans le budget. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Jamais d'urgence, je me donne tout le temps nécessaire pour étudier les possibles, plus 48 heures de réflexion personnelle avant d'accepter. Même si je fais patienter l'autre, je m'autorise à refuser. Et là, on en a encore au côté impulsivité, qui caractérise en partie aussi les HPI. C'est pas parce que, voilà, c'est pas... Alors ça, j'ai mis longtemps à le comprendre et je suis encore en train de l'intégrer. C'est pas parce que j'ai dit oui que j'ai pas le droit de dire non, finalement. C'est pas parce que j'ai dit oui pour une sortie, oui pour aider quelqu'un, que si je le sens pas, j'ai pas le droit de dire non. Et moi qui ai une fatigue, j'ai l'impression presque omniprésente, des fois, arrivé en fin de journée, on n'a plus du tout envie de faire ce pourquoi on avait dit oui. S'autoriser à dire non, c'est se respecter aussi. Je demande régulièrement à mon cœur et à mon âme, comment ça va pour toi? Est-ce que c'est juste? Avant d'envoyer un mail, relire le texte en vérifiant qu'il ne contient que du factuel. Et ça, je trouvais vraiment ça passionnant. Je me suis marqué QQOQCC, mais je sais plus ce que c'est. Est-ce que je vais le retrouver facilement? Je crois pas. Je crois que c'était qui, quoi, où, quand, comment, un truc comme ça. Et donc rien de subjectif. Comment je veux que cette personne-là réagisse quand elle reçoit le mail? Et dedans, il me semble qu'elle disait un truc du style qu'à l'écrit, les choses sont différentes en fait. Un mail très positif va passer pour neutre, un mail neutre va passer pour négatif, et un mail un peu percutant va passer pour foncièrement agressif en fait. Et donc voilà, surtout faire très attention. Et elle disait dedans que l'humour ne passe pas les barrières d'Internet, un truc comme ça. Et donc effectivement, moi j'ai tendance à envoyer les mails comme je parle, avec un cordialement à la fin, histoire de... ça m'a fait revoir aussi ma façon d'écrire mes mails. Donc envoyer des mails sobres, factuels et avec un message positif à l'intérieur. Le tact, c'est la poudre que tu mets sur les fesses de tes phrases pour qu'elles soient plus douces. J'adore cette phrase. Respecter les codes sociaux, c'est respecter l'autre. C'est ne pas l'insécuriser, le bousculer et le violenter. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'avais pas intégré. Pour moi, les codes sociaux, c'est des conneries, enfin, c'est des règles du jeu qu'ils ont dans leur jeu. Mais à partir du moment où moi, déjà, je suis pas sûre d'avoir compris le jeu, ou je suis pas sûre d'avoir les règles,
Bon, de là à intégrer les codes sociaux, j'ai pas envie de jouer. Pourquoi j'intégrerais les codes sociaux? Mais effectivement, j'avais pas vu cette notion de respect. En fait, l'objectif, c'est de ne pas trop insécuriser les normaux-pensants, les bousculer, les violenter dans leurs repères. C'est aussi m'offrir un espace sécurisé ou limiter le risque de gaffe. Et oui. C'est l'huile dans le rouage des relations. Différencier les intimes et les autres. Être intime avec moi, ça doit se mériter. Et ça doit donner droit à un régime spécial. Et là, donc, on revient sur si on est intime avec tout le monde, si on parle de notre jardin secret à tout le monde, si on est super copain avec tout le monde, qui est-ce qui a en fait la place sur le podium? Ben, personne. Et c'est vrai que je trouve ça très intéressant. Je le relis. Être intime avec moi, ça doit se mériter. Donc, ne pas faire confiance à tout le monde immédiatement. Et ça doit donner droit à un régime spécial. Les motivations humaines. Alors ça, c'est un chapitre qui m'a particulièrement dérangée et où il y a énormément d'anecdotes qui me sont revenues en tête. Et pour ceux qui n'ont pas lu le livre, ça risque de vous choquer autant que moi, à part si vous faites partie des 80%. Donc, les motivations humaines. 80% des gens sont obsédés par le sexe et toujours en quête d'une opportunité de rapport sexuel. 80%. C'est-à-dire que sur 10 personnes, il y en a 8 à qui vous allez parler qui vont chercher à voir s'il n'y a pas moyen d'eux. Moi, ça me paraît hallucinant. Enfin, je n'étais pas au courant de ça. Et donc, je comprends toutes les fois où je me suis mis dans des situations catastrophiques, toutes les fois où je me suis fait traiter d'allumeuse, où je me suis fait traiter de chaudasse, où je me suis fait traiter de bien pire que ça, parce que j'avais souri, parce que j'avais regardé dans les yeux, parce que j'avais mis une tape sur l'épaule, ou toutes les fois où je me suis fait incendier par les nanas parce que j'étais apparemment en train de draguer leur mec. Non, j'ai juste sympathisé avec lui. Donc voilà, 80% des gens sont obsédés par le sexe. Si c'est vrai, mais même si c'est pas 80, même si c'est 60, ça fait quand même plus que la moitié. C'est-à-dire que plus qu'une personne sur deux à qui vous parlez va peut-être interpréter votre sourire ou le fait que vous regardiez dans les yeux comme une invitation. Et puis moi qui... ma façon caméléon de faire, moi j'ai pas le problème de ne pas réussir à regarder dans les yeux. Au contraire, je regarde trop dans les yeux, je fixe, je regarde l'âme des gens à l'intérieur des yeux. Et contrairement à certains autres autistes, moi il faut que je me souvienne que de temps en temps, au moins une fois par minute, je dois détourner le regard, regarder ailleurs avant de revenir dans les yeux, sinon c'est perturbant. Donc moi, effectivement, je me force à ne pas trop fixer l'intérieur de la pupille des gens, là où certains autres autistes doivent se forcer de temps en temps à choper un regard avant de repartir ailleurs. Et donc, autant vous dire que entre le fait que plus je suis gênée, plus je souris, et le fait que quand je regarde dans les yeux, je fixe le regard et que j'ai tendance, quand je fais des blagues, et je fais des blagues parfois un peu grasses, pas toujours qui volent très haut, et à mettre une petite tape sur l'épaule en mode bolos, bon, je pense qu'on a tous les ingrédients pour la recette de l'agression sexuelle derrière. Et l'agression sexuelle, voilà, c'est dans le pire des cas, et dans le meilleur des cas, des insultes, tout ce qui va avec le fait que j'ai eu le malheur de sourire, de regarder dans les yeux et de m'approcher et de toucher l'autre, alors qu'en plus je supporte même pas qu'on me touche. Donc, et 46%, ça c'est énorme, 46%, est-ce qu'on est d'accord que c'est une personne sur deux quasiment? Avoue avoir déjà fait l'amour avec le ou la conjoint de son ou sa meilleure amie. C'est-à-dire qu'il y a une personne sur deux, la moitié des gens que vous connaissez, la moitié des parents d'école quand vous allez emmener votre gamin à l'école, qui a couché avec le chéri de son ou sa meilleure amie. C'est horrible. Ça veut dire... Est-ce qu'on est d'accord que ça veut dire qu'il y a de grandes chances dans la trentaine de relations que j'ai eues pour qu'il y en ait 15 qui m'aient fait cocu avec mes meilleurs potes? Ça me paraît... bon, qu'on soit d'accord, que ça soit les 80% ou là les 46%, ça me paraît complètement hallucinant. Elle les a mis dans le livre, je ne suis pas allée vérifier les sources, je vous les donne comme ça parce que c'est dans le livre et qu'on parle de ce livre-là. Mais c'est énorme. En même temps, si on a 80% qui pensent qu'à baiser, il y en a peut-être 50% qui arrivent avec qui la personne la plus proche, c'est-à-dire la chérie ou le chéri de son meilleur pote, quoi. Ça me paraît hallucinant. Donc, intimité, regard insistant, confidence, ça veut dire drague.
Pour pas mal d'entre nous, ça veut juste dire bah, je suis sympathique. Non, ça veut dire drague. Et maintenant, je comprends pourquoi bah, je suis pas toujours. Alors, c'est sûrement pas que pour ça, mais je suis pas toujours appréciée quand je vais chercher ma fille à l'école. Pourquoi j'ai des regards un peu pas toujours très sympas des nanas. Bon, bah, je comprends clairement. Surtout que, ben, en plus, et c'est peut-être pour ajouter de l'huile sur le feu, je me considère, alors, si on doit vraiment mettre des étiquettes, je pense que ce serait l'étiquette plutôt pansexuelle. En gros, homme, femme, vieux, jeune, blanche, noire, blonde, brune, je m'en tape. En fait, c'est pas, ça a aucune espèce d'importance. Ce qui compte, c'est ce que je ressens pour la personne, c'est le lien qu'il y a entre nous, c'est voilà le physique, le physique, ce qu'il y a entre les jambes, enfin, ce qu'il y a sur la tête, ça n'a aucune espèce d'importance. Et j'ai déjà choqué pas mal de mes potes parce que bah, des fois je ramenais enfin, un mec, voilà, 2 mètres, 1 mètre de large, avec les yeux qui dit merde à l'autre. Et puis 6 mois plus tard, j'étais capable de ramener une nana, la butch par excellence. Ouais, en fait. Et derrière, d'être avec une nana hyper féminine, ensuite d'être avec un mec de l'âge de mon père. Oui, pour une psychanalyste, ça le fait bien. Euh, oui, en fait, parce que tout ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui compte, c'est le lien que j'ai avec l'autre. Et donc, autant vous dire que pour les gens qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas, enfin pour ceux qui savent en tout cas, ben c'est danger fois 1000. Parce qu'on peut même plus se cantonner sur non, mais elle est lesbienne, ça va, elle touchera pas à mon mec. Et tu sais pas. Bah alors, moi je sais, il est hors de question que je touche à qui que ce soit qui soit en couple, mais j'attends qu'ils se séparent en général. mais, euh, mais ouais, ça me paraît hallucinant. Et donc, je comprends. Quand j'étais plus jeune, j'avais énormément de. Enfin, quasiment tous mes amis, c'était des garçons. Et je comprends pourquoi est-ce que ben, leur nana me faisait une guerre de psychopathe à chaque fois en étant persuadée de tout et de rien. Bah oui, je pouvais à partir en soirée avec eux, dormir avec eux en tente, faire la chouille jusqu'à pas d'heure. C'est pas pour ça que j'avais envie d'y faire quoi que ce soit. Surtout encore pire s'ils sont en couple. Et du coup, ben, inversement, c'est pareil. Quand c'était mes potes, elles avaient peur pour leur mec. Et puis, ben, voilà, avec enfin, j'allais dire le problème, le côté lesbianisme qui vient se rajouter. De toute façon, en gros, j'avais l'impression que tout le monde flippait autour de moi. Alors que bah, moi, je comprenais pas pourquoi. Je ne fais clairement pas partie des 80% qui pensent au sexe tout le temps. Parce que je n'envisage pas de relation sexuelle s'il n'y a pas quelque chose de très intense entre les personnes. Et je n'envisage pas de relation sexuelle en dehors des relations de couple, en fait. Même si le couple me fait vraiment peur, enfin la notion couple. Mais moi, les coups d'un soir, c'est pas mon truc. Donc, déjà, je pense qu'à partir de ce moment-là, il y a une grosse partie des codes sociaux que j'avais pas compris. Bon, je continue. Ah oui, dans le doute, préciser, je ne suis pas intéressée par une rencontre aussi souvent qu'il le faut. Et ça, c'est, je trouve, un super bon conseil pour moi parce que le nombre de fois, effectivement, je ne vais pas revenir sur les histoires d'agression, mais le nombre de fois où je me suis retrouvée dans des situations impensables parce que j'avais juste pas dit, je ne suis pas intéressée par toi, en fait. Et je me suis laissée embarquer dans des trucs. Et à la fin, je dis non, mais on s'est mal compris, ça m'intéresse pas du tout. Sauf que bah, je m'étais pas rendu compte qu'en fait, voilà, c'est une invitation à boire un verre. Alors maintenant, je le sais avec le recul, mais j'ai 37 ans. Mais quand j'en avais 20, je me suis retrouvée du coup chez des mecs, j'avais pas compris que c'est pour ça qu'ils m'emmenaient chez eux. Maintenant, je me méfie. Ne pas respecter les codes sociaux indispose les normaux pensants. Et oui, donc là, on en revient sur ce que je disais tout à l'heure. Dans le monde neurotypique, être acculé à dire je ne sais pas sonne comme une déculottée. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à comprendre et que je suis toujours pas sûre d'avoir compris d'ailleurs. Pour moi, c'est tellement facile de dire bah, je sais pas, que je comprenais pas pourquoi les autres essayaient toujours de faire semblant de savoir, même quand c'était pour dire des bêtises. Et donc voilà, je le répète parce que moi, je suis toujours pas sûre d'avoir compris. Dans le monde neurotypique, être acculé à dire je ne sais pas sonne comme une déculottée. Donc, en tant que HPI, peut-être éviter d'étaler sa science et surtout de ne pas acculer l'autre pour qu'ils disent ben ça je sais pas. Parce qu'en fait c'est pour ça qu'ils sont en train de mitonner plein de trucs alors qu'ils y connaissent rien sur rien. Parce que le nombre de personnes, est-ce qu'on est d'accord, le nombre de personnes à qui on parle,
et qui font semblant de s'y connaître sur un sujet parce que ça nous intéresse et qu'en fait, clairement, ils y connaissent rien du tout, bah, si tu t'y connais pas, juste ose le dire, et puis soit tu te renseignes, soit si moi je m'y connais, je t'explique comment ça marche, et voilà. Mais ça voudrait revenir à dire, je ne sais pas. La différence entre le fou et le sage, c'est que le sage sait à qui ne pas parler. Et le HPI ne le sait pas. Être intelligent, c'est aussi savoir quand et avec qui jouer au con. Et ça, je trouve ça très intéressant. Être intelligent, c'est aussi savoir quand et avec qui jouer au con. J'aimerais bien apprendre à jouer au con, à jouer à la conne du coup, quand ça m'arrange. Mais pour moi, ça reviendrait à mentir et c'est quelque chose que j'exècre au plus haut point. Renoncer à avoir raison. Avoir raison trop tôt, c'est avoir tort. Moi qui m'intéresse à l'astrologie et qui suis du signe du Verseau, alors je suis Verseau, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Alors pour ceux qui s'y connaissent, ils savent, et je fais un petit résumé pour ceux qui s'y connaissent pas, ce que ça veut dire c'est en général avoir raison trop tôt, côté un peu Verseau, et avoir la langue bien trop pendue, le côté Gémeaux. Les deux ensemble, ça fait un mélange qui n'est pas toujours appréciable, surtout quand on est HPI. Lorsque nous ne nous défendons pas, nous devenons invincibles, puisqu'il n'y a plus rien à attaquer. Voilà, j'ai fini avec mes petites fiches. Je vous le conseille, ça fait 15 fois que je vous le dis, mais je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment ce livre. Et du coup, je voulais voilà, finir cette vidéo, qui est déjà longue, 31 minutes, avec quelques codes enfin voilà, quelques petites anecdotes de ma vie. Dans les codes sociaux, quelque chose que j'ai beaucoup de mal à appliquer, pour moi, c'est au niveau des SMS. Parvenir à dire bonjour ou bonsoir par SMS, ou dire bonne nuit si j'envoie SMS le soir, ou des choses comme ça, j'ai tendance à pas le faire et ça m'a énormément été reproché et je ne comprenais pas, et je suis toujours pas complètement sûre de comprendre, pourquoi est-ce que quand j'ai une demande à faire ou une question à poser, pourquoi est-ce qu'il faut toujours faire bonjour, ça va, machin, comment tu vas, comment va ta fille, ta mère, ta ci, ta ça, avant de poser sa question et ne pas oublier à la fin de dire bah, bonne journée, bonne nuit, tout ça. Pas, ça fait un message comme ça alors que j'avais juste une simple question à poser. Sauf qu'effectivement, quand je me contente de poser la question, en face, c'est très souvent mal pris. C'est ce qui fait que du coup, j'ai sacrément, en le voulant ou en le voulant pas, élagué mes amis. Et pas élaguer mes amis, élaguer la quantité d'amis que j'ai, c'est-à-dire qu'il me reste très peu de monde. Et les gens qui me restent, en fait, ne se soucient plus, ne sont plus choqués quand j'oublie de dire bonjour ou bonne nuit ou tout ça sur mes messages. Mais ça fait partie de ce qui me pose problème en couple. Là, dans ma dernière relation de couple qui a duré 4 mois et qui, voilà, où j'ai ressenti le besoin de mettre fin à cette relation-là parce que j'ai l'impression d'avoir les menottes au poignet. Voilà, elle m'a fait plusieurs fois la reproche, parce que c'était elle du coup, elle m'a fait plusieurs fois la reproche que j'étais partie me coucher sans dire bonne nuit, que le matin j'avais pas dit bonjour, que j'avais pas forcément envoyé de message le matin, j'avais pas forcément envoyé de message avant d'aller me coucher. Oh, je vais pas t'écrire un bonne nuit avec un petit cœur et tout ci, tout ça, pour le fun. Si j'ai rien à dire, j'ai rien à dire. C'est comme ces couples que, enfin, je rigole, mais je l'ai fait aussi. C'est toi qui raccroches, non, c'est toi, non, c'est toi, non, c'est toi. Moi, je suis capable, c'est toi qui raccroches, ok. Et voilà, bon, il n'y a pas le côté romantique et jeu de séduction, etc., visiblement. Mais ça, c'est quelque chose qui me gonfle. Voilà, quand tu poses une question et qu'en face, il te répond bonjour. Oui, bonjour, tu peux répondre à ma question, s'il te plaît? Bon, ça, clairement, j'ai tendance à devenir un peu agressif, ou apparemment, j'ai tendance à agresser les autres si j'y mets pas les formes. Et c'est pour ça que je vous relis cette petite... Voilà, le tact, c'est la poudre que tu mets sur les fesses de tes phrases pour qu'elles soient plus douces. Et apparemment, les bonjours, les bonnes nuits, les merci et les comment tu vas aussi. Et je trouve ça hyper intéressant. Pareil, le moment où moi je ne sais jamais quand est-ce qu'on doit faire la bise, quand est-ce qu'on doit serrer la main, quand est-ce qu'on doit faire un check, quand est-ce qu'on doit juste faire coucou comme ça. Moi je suis complètement paumée et encore plus depuis que j'ai un enfant. Parce que vraiment, ce qui me stresse énormément, maintenant je mets ma fille à la garderie, pas que pour ça, mais ça y fait partie, pour ne plus croiser les autres parents. Parce que je sais jamais à qui il faut faire la bise, à qui il faut dire bonjour, à qui machin. Et ça me stresse, ça m'angoisse en fait.
Pareil pour les tu, les vous. Moi, j'ai tendance à tutoyer tout le monde, dans le doute, les jeunes, les vieux, les serveurs, les barman, et... et je sens que des fois, ça fait un tic, surtout quand on est dans des restos un peu plus guindés. Moi, ça fait un moment que je vais plus au resto, mais je sens que ça tique. Et moi, je suis souvent mal à l'aise de pas trop savoir, notamment quand c'est les belles-mères ou autres. Elle me tutoie et moi je suis censée vous voyer. Non, elle me tutoie, je la tutoie. Bon, bah, je l'ai fait une fois, pas deux avec mon ex. Clairement, j'ai compris, vu son regard, qu'il fallait pas que je tutoie. Mais ça, c'est pareil, c'est des sous-entendus qui sont, enfin des implicites qui sont hyper compliqués à comprendre. Pourquoi est-ce que les gens peuvent pas simplement dire, bah, je préfère que tu me vouvoies parce que, bah, moi j'estime que le vouvoiement c'est une façon de me respecter. Enfin, je sais pas, dire clairement les choses plutôt que de regarder comme ça, comme avait fait ma belle-mère, quoi. Euh, Pareil, le fait d'avoir tendance, ouais, ben, c'est ça, à être trop direct dans ma façon de parler, à poser des questions qui peuvent être un petit peu intimes. C'est pas intime le mot que je cherche, mais je pense que vous aurez compris. Un peu indiscrète. Bon, ben ça, j'ai bien compris. Enfin, j'ai bien compris. C'est pas parce que je l'ai compris que je vais être capable de l'appliquer. Mais dans le livre, effectivement, pourquoi est-ce que ben, en fait, on ne rentre pas dans l'intimité de n'importe qui comme ça si on se connaît pas suffisamment bien. Euh, Pareil, alors là, on revient sur les relations de couple. Quelque chose que je n'ai jamais compris et que je ne parviens pas à appliquer et qui me fait pas mal souffrir, c'est le côté, le bouton on-off dans les relations de couple. C'est-à-dire que on se met en couple, et là je l'ai vraiment vécu avec ma dernière compagne, on se met en couple, dès le premier baiser limite, c'est une avalanche, une pluie de messages, il faudrait qu'on se voit tous les jours. Si je dis bah non, là j'ai envie de rester un peu tranquille, là, pendant 2-3 jours j'ai pas envie de se voir, j'ai l'impression que j'ai dit la pire horreur sur Terre parce que, alors là je me demande s'il n'y a pas de la dépendance affective, mais je vais pas m'amuser à mettre des étiquettes là-dessus, mais pourquoi est-ce qu'il faut, enfin pourquoi est-ce qu'il y a ce côté on-off là? C'est au premier bisou, on déclenche la tornade, j'ai presque l'impression d'avoir la bague au doigt. Et quand j'ai voulu mettre fin à la relation en lui disant bah j'ai besoin de prendre de la distance, je me sens pas à l'aise, voilà, la notion de couple pour moi bah, je la trouve étouffante. Et voilà, en fait j'ai envie de retrouver ma liberté et clairement bah, tu n'attends pas la même chose d'un couple que ce que j'attends, donc on s'arrête là en fait. Alors je ne l'ai pas dit comme ça, c'est une discussion qui a pris une bonne heure, ça faisait plusieurs semaines qu'on en parlait, on avait arrêté d'appeler ça un couple parce que pour moi ça me faisait monter des angoisses. On a des fois passé une semaine sans se voir parce que en fait j'ai besoin de temps en temps d'être tranquille à la maison. Moi je vois ma fille tout le temps quand elle n'est pas à l'école parce que je suis maman solo et j'ai pas toujours de la place dans mon emploi du temps, dans mon cœur, dans ma fatigue sociale pour quelqu'un d'autre, même si c'est quelqu'un que j'aime, que j'apprécie énormément. Euh, et à partir du moment où on dit stop, il faudrait couper les ponts, il faudrait effacer limite le numéro, ne plus jamais voir la personne, parce que là du coup on a nos filles à la même école. C'est quoi? Ça veut dire que du coup il ne faut... Enfin, on fait quoi? On peut même plus se croiser devant l'école? Enfin, et ça a l'air d'être ça, et je me dis, ben non, pourquoi? Enfin, on a passé 4 mois ensemble, avec l'ex d'avant on a passé 2 ans et demi ensemble, pourquoi à partir du moment où on se sépare, je deviens limite persona non grata, la personne à éviter, la chétane. Pourquoi? On se sépare en très bons termes, on a encore des sentiments l'une pour l'autre, c'est juste qu'on n'est plus, on relationne plus de façon couple. Pourquoi est-ce qu'il faut forcément appuyer sur ce bouton on-off? Et j'ai jamais compris ça. C'est vrai que moi, je suis toujours restée très amie avec mes ex. Les fois où je ne suis pas restée amie avec mes ex, en général, c'est parce qu'ils avaient mal pris la séparation, parce que voilà, 9 fois sur 10, c'est moi qui choisis de me séparer, parce que je préfère me séparer en bons termes, plutôt que laisser traîner le truc et qu'on finisse par se détester. J'ai tendance, moi, à chaque fois, choisir la séparation alors que je suis encore plus ou moins amoureuse, quoi. Je dis plus ou moins parce que si j'étais vraiment amoureuse, je me séparerais pas, mais à ressentir encore des sentiments forts pour la personne, mais je sens que je me vois pas dans 10 ans avec, bon bah autant s'arrêter tout de suite en fait. Et du coup, pour moi, c'est vachement douloureux de plus du tout se voir.
je préférerais qu'on continue à se voir. Voilà, on a encore des sentiments l'un pour l'autre ou l'une pour l'autre. Continuons à se voir. Par contre, on n'est plus en couple ou avec l'ex avec qui j'ai passé 2 ans et demi, on n'habite plus ensemble. Je lui ai demandé de déménager de chez moi, de plus habiter chez moi parce qu'en fait, j'avais plus du tout envie de l'avoir chez moi. On a essayé de cohabiter une fois qu'on n'était plus en couple. C'est parti en cacahuète parce que, bon, pour plein de raisons. Mais de là à ne plus se voir du tout, à limite se changer de trottoir. Mais pourquoi ça? Enfin, je comprends pas. Pour moi, c'est vraiment quelque chose où est-ce que ça fait partie des codes sociaux? Je comprends pas comment font tous ces gens en fait pour appuyer sur le bouton on/off comme ça des relations. Si on n'a pas laissé pourrir la relation, s'il y a encore quelque chose entre nous. Et là, mon ex, il y a encore 2 jours, m'a envoyé le message parce que voilà, on s'est croisés à la sortie de l'école et j'étais en train de parler avec une autre ex. Et du coup, bah, elle a fait comme si elle ne nous voyait pas. Alors je me suis dit, est-ce qu'elle fait comme si elle ne nous voit pas parce que je suis avec mon ex, parce qu'elle veut pas déranger, parce que du coup j'ai envoyé un message au bout de 2 jours en disant, bah, est-ce que voilà, est-ce que t'as oublié de répondre à... Ah non, ou je lui ai demandé, voilà, je sais plus ce que j'ai demandé, mais voilà, 2 jours plus tard j'ai envoyé un message, est-ce que t'as oublié de répondre à mon message ou est-ce que tu me ghostes en fait? Parce que j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'on s'ignore à ce point-là. Enfin, on habite dans le même village, il va falloir faire des efforts, quoi. Et puis, faire des efforts, enfin, moi j'ai envie de continuer à la voir. J'ai juste plus envie d'être en couple avec, mais continuer à la voir, bah ouais, c'est toujours un plaisir. C'est une personne que j'appréciais quand on était en couple, c'est forcément une personne que je continue à apprécier quand on n'est plus en couple. Et c'est pour ça que, bah moi, les crises de jalousie, parce que je parle à mes ex, bah c'est les personnes, surtout quand tu as passé 2 ans et demi avec une personne, c'est une des personnes qui te connaît le mieux. Enfin, moi, mon ex me connaît mais 1000 fois mieux que mes propres parents. Sachant que mes parents me connaissent pas vraiment. Mais mon ex me connaît 1000 fois mieux que mes propres parents. Ben, pour moi, ce serait dommage de la laisser partir dans la nature. Elle me connaît bien. Enfin, une personne qui me connaît bien, qui m'a vu 1 milliard de fois en pétage de câble, qui m'a vu en burn-out, qui m'a vu en crise autistique à plusieurs reprises, qui connaît des choses très intimes sur moi, qui connaît une grosse partie une bonne partie des souffrances que j'ai vécues quand j'étais enfant, qui connaît tous mes trucs absolument insupportables. Ben, moi j'ai envie de continuer à relationner avec cette personne, plus en couple, parce qu'on est séparés. Mais par contre, bah, j'ai envie de continuer à papoter de tout et de rien. Et puis bah, moi j'ai tendance, enfin cette personne en particulier, bah ouais, quand j'ai une décision importante à prendre, à la contacter. Là, voilà, j'avais une décision à prendre importante par rapport à ma mère. Bah, je lui ai demandé, on n'était plus trop en super bons termes parce qu'elle a très mal pris notre séparation. Mais je lui ai quand même demandé conseil parce qu'elle me connaît bien, parce qu'elle connaît bien ma mère et donc parce que c'était la personne idéale bah, pour m'aider avec mon problème, quoi. Et, euh, et voilà. Et du coup, je comprends pas. Enfin voilà, je tourne un peu en rond, j'ai l'impression, mais je comprends pas ce bouton on-off. Donc, si vous le comprenez, je veux bien en commentaire que vous me disiez, que vous m'expliquiez. Ou que vous me disiez que je suis pas seule et que vous êtes comme moi par rapport à ça parce que voilà, c'est difficile et avec mon ex avec qui je suis restée 4 mois, je pense que c'est pour ça que je suis restée 4 mois et pas seulement 2, parce que ça faisait un moment que je voulais que ça s'arrête. Mais je savais, je la connaissais, je savais qu'il y aurait ce bouton on-off là et je voulais ne plus du tout relationner avec. Alors, bah, c'était un peu, soit je reste en couple, soit je la vois plus jamais. Ben, je vais laisser traîner le couple parce que j'ai envie de continuer à la voir, parce qu'elle m'intéresse, parce que j'adore discuter avec, parce que j'aime sa présence à mes côtés, parce que si je lui dis que notre couple est terminé, bah, ça veut dire que toute possibilité de relationner est terminée, et ça, c'est compliqué. Et bon, du coup, vous l'aurez compris, que ça soit avec l'ex avec qui j'ai passé 2 ans et demi ou avec celle à qui j'ai passé plus ou moins les 4 derniers mois, bah, je continue à les voir en fait. On habite le même village. J'ai un enfant, donc forcément ma fille les demande aussi, parce qu'elle les connaît. Et, euh, et donc, bah, et puis, parce que moi j'ai envie de continuer à les voir, j'ai juste plus envie de les avoir ni dans mon lit ni dans ma maison. Mais c'est pas pour ça que j'ai pas envie qu'on aille se faire une bouffe, se faire une rando, une partie de plage, enfin voilà, des trucs tranquilles quoi. Enfin, bah pour moi en fait, c'est des très bonnes amies quoi. Et quand c'était des mecs, bah, c'était des très bons amis aussi. Même si je comprends bien
qu'il faut laisser passer quelques semaines, quelques mois, parce que l'ego blessé d'une personne qui vient de se faire larguer, même si elle s'est fait larguer en toute bienveillance, avec énormément de respect, parce que j'essaye toujours de faire ça de la manière la plus douce, la plus respectueuse, la plus compréhensive possible, l'ego prend cher quand même, et ça, je peux le comprendre. Et du coup, on en arrive à la petite partie J pour jalousie, parce que ça, c'est quelque chose que je comprends pas. Je ne comprends pas cette notion de jalousie. Et j'ai eu, voilà, avec la dernière, plusieurs discussions à ce sujet-là qui, elle, étaient très jalouses. Moi qui le suis pas du tout. Et du coup, alors, je suis pas jalouse. Par contre, il ne faut pas me manquer de respect. C'est-à-dire, pour moi, je vais pas taper un scandale si la personne avec qui je suis va parler avec d'autres personnes, voire est attirée par d'autres personnes, voire reluque d'autres personnes. Tout ça, c'est tout à fait possible, voire parler avec ses ex, voire... Pour moi, on peut même reluquer ensemble, c'est tout à fait envisageable. Par contre, il faut du respect. Tout ça, c'est ok. Faire du lèche-vitrine, c'est ok. Aller parler à d'autres personnes, c'est ok. Dans le respect. Voilà. Faut pas que ça soit gras. Dans le respect de moi et des autres personnes. Hein. Je veux dire, c'est pareil que le reluquage. Faut pas faire le gros bolos dans la rue. Et de la même façon qu'aller parler à ses ex, ok. Peut-être pas se faire aller le dîner en tête-à-tête aux chandelles, quoi. Mais en restant respectueux des autres et de moi-même, pour moi, je vois pas pourquoi je serais jalouse. Déjà parce que peut-être que c'est parce que voilà, je tiens pas énormément en général à rester en couple. Si l'autre personne a envie d'aller voir ailleurs, qu'elle aille voir ailleurs. Bon débarras en fait. Enfin, pas bon débarras, mais voilà, si cette personne-là est attirée par d'autres, qu'elle a envie d'aller voir ailleurs, go. C'est que c'est une discussion que j'ai eue à plusieurs reprises avec les personnes avec qui j'étais. C'est quand il y a une attirance avec quelqu'un d'autre. Soit. J'en ai un du coup qui a eu envie de retourner voir son ex. Ok. Si tu veux retourner voir ton ex parce qu'elle est revenue en rampant, vas-y en fait. Tu as passé 16 ans avec. Notre relation, ça fait quelques mois qu'on est ensemble. Si tu as envie de retourner voir ton ex avec qui tu as passé 16 ans, vas-y, je comprends. Par contre, je serai peut-être pas là quand tu rentreras, quoi. Donc vas-y, va relationner avec. Et puis tu verras, de toute façon, est-ce qu'on est d'accord que je sais plus dans quel film j'avais vu ça, je trouve ça horrible, hein, donc je vais quand même vous le dire, mais je trouve ça horrible, mais c'est on remange pas son vomi. Et je trouve ça absolument horrible comme façon de voir les choses, mais effectivement, moi, je vois pas l'intérêt de retourner avec un ex, en fait. À part si vous vous êtes séparés, mais que vous saviez qu'il y aurait encore quelque chose, ok, mais sinon, le risque en retournant avec son ex, c'est que les raisons pour lesquelles vous êtes séparés, vous allez retrouver ces raisons-là. Si vous n'avez pas fait chacun un travail sur vous, vous allez retrouver ces raisons-là en fait en retournant avec la personne. Donc il y a quand même de gros risques de se remanger un mur. Et là, c'est ce qui s'est passé. Ils sont retournés ensemble. Au bout de 2 semaines, ça a explosé. Il s'est remangé un mur et il est revenu. Bon, voilà. Sauf que moi derrière, est-ce que j'ai envie de le reprendre ou pas? Voilà, ça m'est arrivé de les reprendre, mais ça m'est arrivé 2 fois de les reprendre. Mais je suis plus aussi amoureuse qu'avant, je suis plus aussi... Enfin, voilà, je reste méfiante, quoi. Mais effectivement, si tu as envie d'aller voir ailleurs, va voir ailleurs, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Par contre, voilà, c'est pas parce que tu vas voir ailleurs que je suis là quand tu rentres. Mais bon, voilà, ces notions de jalousie, c'est des choses que je comprends pas. Et je pense que voilà, ça vaudra le coup que j'écoute quelques podcasts, quelques émissions là-dessus pour essayer de comprendre pourquoi les gens sont jaloux et puis quel intérêt ça a en fait. Enfin, j'avais lu quelque part que c'était comme une maladie, mais là mon ex qui était particulièrement jalouse, qui était hyper jalouse dès que je parlais à d'autres ex ou même dès que je parlais à d'autres nanas ou dès que j'osais regarder ailleurs, mais enfin, tu n'es plus l'unique personne sur Terre en fait. Tu es l'unique personne avec qui je vais être en couple, mais tu n'es plus l'unique personne sur Terre. Et c'est que moi ça m'a fait fuir en fait. Pas que ça, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont fait fuir, mais ça en partie, ça m'a fait fuir en fait. Oh, et la jalousie, ça va 2 minutes en fait. Laisse-moi libre. C'est peut-être aussi l'âge qui fait que j'ai plus envie en fait d'être enchaînée et qu'on me dise quoi faire, comment m'habiller, parce que j'en ai eu qui me disaient quoi faire, comment m'habiller, qui regardaient quoi penser. Stop. Et
Je pense que ce sera le sujet d'une autre vidéo parce que ça fait quand même 50 minutes et je pense que je vais m'arrêter là. Mais je voulais aussi parler de la différence entre la justice et être juste et la différence entre être juste et être bienveillant, voire bisounours, béni oui oui. On m'a souvent fait le reproche du coup que j'étais un petit peu trop euh, dure, voire on m'a même dit que j'étais méchante, là où moi j'estimais être vraie et être juste. Euh, Est-ce qu'on est d'accord que être juste, ça veut pas dire être entièrement bon, bienveillant et dire oui à tout et brosser forcément dans le sens du poil. Être juste, ça peut aussi parfois être blesser l'autre ou aller à contre-courant, etc. Mais c'est être juste quand même. Vraiment, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Je ne vais pas me lancer sur quelque chose de trop long là, mais c'est de la même façon de... Si on parle de Jésus-Christ, toujours avec un J, on est dans la bonne vidéo. Si on parle de Jésus-Christ, du coup, de Jésus-Christ qu'on imagine un peu trop facilement, je dis on de manière générale, même si on est un con comme on dit, mais qu'on imagine être un peu trop... être très bienveillant, très bron, très pur, très tout ça. Ben, c'est pas pour ça que Jésus-Christ s'est pas mis en colère à certains moments, c'est pas pour ça que Jésus-Christ ne s'est pas tapé du poing sur la table quand c'est nécessaire, ne s'est pas s'imposer, n'a pas fait des choix qui étaient justes, mais pas forcément agréables pour tout le monde, voire bons pour tout le monde, mais c'était juste à certains moments. Et voilà, je vais pas vous refaire toute la Bible, mais et puis je m'y connais pas assez pour ça. Mais voilà, du coup, je vous laisse avec ça et je vous laisse faire votre chemin avec ce que je dis là. Mais je trouve ça très intéressant et pour moi, c'est une ligne de conduite que je m'oblige à continuer à tenir parce que je trouve qu'elle est juste pour moi. C'est-à-dire continuer à dire et à faire ce que j'estime être juste, même si c'est pas bon pour la personne qui est en face. À partir du moment où j'estime que c'est juste, où je sens au fond de moi que c'est la bonne chose à faire, euh, que je suis dans ma justesse, dans la justesse de ce que je ressens, de mes intuitions, de tout ça, j'y vais. Même si c'est pas hyper bienveillant, même si c'est pas, même si la bienveillance c'est un peu un mot fourre-tout en fait maintenant, mais voilà, juste et justice ne veut pas dire bisounours. Et du coup, je pense que c'est voilà, dans beaucoup de choses que j'entends, ce serait super d'arriver à séparer les deux et d'arrêter de traiter les personnes comme moi, enfin, de les mettre dans la case méchante, juste parce qu'elles ont été justes et qu'elles ont dit des choses justes, mais qui pouvaient pas forcément brosser dans le sens du poil. Même si, de par le livre, j'ai pas les codes, j'entends qu'il y a beaucoup de vérités qui ne sont pas bonnes à dire, beaucoup de codes sociaux qui pourraient être davantage respectés pour ne pas froisser les personnes, etc. Je vous laisse avec ça. Cette vidéo est beaucoup plus longue que ce que j'avais prévu. Et voilà. Et du coup, ben, d'autres vidéos très bientôt. Je dis ça, mais en fait, je ne sais pas du tout. D'autres vidéos un jour. Allez, bonne journée à tout le monde.